On va ouvrir notre deuxième heure autour de la thématique effectivement des enjeux climatiques et écologiques, mais cette fois en mettant les mains dans le cambouis, si j'ose dire, puisque on a réuni autour de ce panel, de cette table ronde, des dirigeants des médias. Je suis heureuse d'accueillir ici Jean-Pierre Dorian. Jean-Pierre, vous êtes directeur de la rédaction de Sud-Ouest, et Édouard Reis-Corona. Bonjour Édouard. Bonjour. Et Jean-Pierre d'ailleurs. Édouard, vous êtes vous rédacteur en chef de Ouest France, et on accueille aussi en ligne, en visio, pour les mêmes raisons qu'Alexandre Kouchner sur la première heure, c'est-à-dire pour des raisons de problèmes de train et de grève. On accueille Violaine Choran qui est avec nous, je crois, en visio. Bonjour Violaine, donc directrice de la RSE du groupe Bayard. Et Vincent Giré, directeur de l'info de Radio France. Vincent, qu'on ne voit pas, mais qu'on salue. C'est la promesse, effectivement, après avoir réfléchi autour de cette charte et de ce qu'elle a pu apporter au métier et des changements qui ont eu lieu depuis 6 mois. L'idée, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé dans vos médias, messieurs, dames. Alors, on a parlé de charte, effectivement. Certains parleraient de tournant environnemental, ça c'est pour Radio France. Un manifeste chez Sud-Ouest, une charte chez Ouest France, bref. Vous avez tous effectivement publié là-dessus. Peut-être un mot d'abord pour Vincent Giré, le tournant environnemental de Radio France. C'est un vrai tournant, Vincent. C'est un vrai changement de paradigme pour la maison Radio France, qui a combien de cartes de presse d'ailleurs, la maison Radio France? C'est quand même une grosse machine. Bonjour à tous, et vraiment un grand regret de ne pas être parmi vous aujourd'hui. C'est toujours plus intéressant de pouvoir aussi traîner, dialoguer avec chacun d'entre vous. Et voilà, il manque une partie conviviale en étant à distance, mais au moins on peut échanger. On a à Radio France un peu plus de 800 journalistes qui sont organisés, donc qui couvrent la moitié d'entre eux travaillent pour les locales de France Bleu, nos 44 locales. Et puis l'autre partie est organisée de double manière. Il y a des rédactions dédiées à France Inter, à France Info, à France Culture. Mais il y a aussi 3 rédactions transversales qui travaillent pour l'ensemble de nos antennes. La rédaction internationale, la rédaction chargée de l'investigation et la rédaction des sports. Oui, c'est plus qu'un tournant, c'est vraiment une prise de conscience fondamentale. Nous l'avons voulu comme ça, nous l'avons pensé comme ça. Et il y a un élément déclencheur, j'ai oublié de faire un tout petit peu de retour arrière. L'élément déclencheur, c'est quand même la crise du Covid. Qu'est-ce qui se passe quand on a une actualité avec une résonance scientifique qui va occuper jusqu'à 80-90% de notre temps d'antenne dédié à l'information? C'est considérable, c'est comme une sorte de crash test, si vous voulez. On sait bien que nos rédactions sont comme la plupart des autres rédactions. La personne qui vous parle d'ailleurs est dans ce profil-là. Nous avons été sélectionnés à travers des écoles de journalisme. En général, nous avons, pour la quasi-totalité d'entre nous, fait des études de sciences humaines. Nous avons pu ensuite, dans le cadre de notre métier, bien sûr, nous former à d'autres disciplines, par exemple à des sujets climatiques ou à des sujets économiques. Mais on voit bien qu'on part avec un handicap majeur, sachant que les questions qui nous assaillent dans l'actualité aujourd'hui, comme la pandémie et comme la question climatique, bien sûr, ont une résonance scientifique très très forte et une résonance économique. Et ce n'est pas les 2 domaines où nous sommes les plus forts spontanément. Donc le constat à ce moment-là, Vincent, c'est que vous êtes finalement très mal armé pour répondre à ce type de sujet, c'est-à-dire très mal armé. Vous avez des journalistes spécialisés, mais c'est tout. En fait, si vous voulez, j'ai réuni, en fait, il y a presque 2 ans maintenant, les responsables des services santé et environnement de France Inter, de France Info, et puis certains producteurs de France Culture. Je pense à Nicolas Martin, même s'il n'est plus avec nous aujourd'hui, mais qui a vraiment été un avant-gardiste, j'allais dire aussi, de la pédagogie dans la maison de la culture scientifique. Et je leur ai demandé de faire un bilan critique de nos antennes.
en toute bienveillance, bien évidemment, mais aussi en toute liberté. Et ça a été très intéressant parce qu'ils nous ont dit bon, voilà, on n'a pas été très bon au début, on s'est jeté. Ça a été un moment d'apprentissage énorme. On s'est vite amélioré, on est meilleur, mais on a encore des progrès à faire. Et en fait, le problème, il est systémique. Et c'est exactement là où je souhaitais les voir arriver. Le problème est systémique parce qu'en fait, on peut plus se contenter d'avoir des petites équipes dédiées qui traitent ces sujets-là, parce que les sujets sont complètement systémiques, parce que les gens qui font de la politique, les gens qui font service économie doivent être formés à ces problématiques. Les gens qui font de l'interview en direct, les gens qui font les journaux aussi. Il y a un minimum de background essentiel. En fait, on a affaire à des sujets d'une très grande complexité. Il y a beaucoup de paramètres qui s'intègrent. Et donc, il y a un niveau d'enjeu de connaissance. Si on veut avoir un journalisme d'impact, un journaliste de confiance, un journaliste qui agit aussi sur la société, qui dialogue, qui éclaire la société, encore plus pour un média de service public, mais je pense que ça vaut volontiers pour tout le monde. On a vraiment un enjeu de connaissance qui est un moment tout à fait historique de l'histoire du journalisme, je pense comme tel, avec un peu de gravité, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous. Et donc, à partir de là, on a fait travailler nos responsables santé et sciences, environnement, et on a abouti sur ce tournant qui, à la fois, est un axe éditorial fort de toutes nos antennes, c'est-à-dire qu'on souhaite mettre ces sujets-là plus en avant dans la hiérarchie de l'information, sur toutes nos tranches d'infos et de programmes. Et ça, c'est le premier point. Le second point, c'est un plan de formation très lourd, et j'y reviendrai en détail si vous le souhaitez, qui concerne non seulement les 800 journalistes, mais aussi des gens qui participent, par exemple, les chargés de programme, qui s'occupent des invités, de la composition des invités, des émissions, des tranches d'information, les gens qui s'occupent de documentation, nos animateurs sur France Bleu. Ça fait à peu près 1200 personnes qui sont concernées par ce plan de formation. Et puis, nous avons souhaité aussi, parce que c'est un enjeu systémique d'entreprise, organiser un certain nombre de masterclass tous les 3 mois qui sont ouverts à tous les salariés de la maison pour bien faire comprendre à chacun que nous engageons quelque chose de très profond dans l'entreprise et pour nos médias. Voilà ce que dit Vincent Giré, en tout cas ce que je comprends d'abord sur la première strate, c'est qu'il y a eu un constat de manque de connaissances. Et c'est la première chose auquel pallie Radio France. Est-ce que, par exemple, à Ouest France, Édouard, ça a été le même constat ou est-ce que vous êtes parti de tout à fait autre chose ? Non, mais c'est évident. On parlait de Radio France tout de suite. Ouest France, c'est 700 journalistes répartis sur un territoire vaste avec des profils très divers, hein, des jeunes journalistes, des journalistes plus expérimentés, mais évidemment des profils plutôt littéraires dans l'ensemble, des gens qui sont issus d'écoles de journalisme. Et on voit bien que la question environnementale est une question aussi parfois scientifique, complexe, et il faut être en capacité d'apprécier et de mesurer toutes les échelles de grandeur que posent ces questions. Et forcément, quand on se retrouve avec une rédaction aussi importante, on se dit, avant d'essayer d'emmener et de faire comprendre aux gens ces problématiques, il faut déjà les comprendre soi-même. Donc forcément, la formation est le point de départ de tout travail, avec un cadre qui doit être discuté au sein de l'entreprise, au sein de la rédaction, pour que les gens soient pleinement associés, notamment les journalistes, sur cette démarche qui doit être finalement extrêmement concertée, extrêmement voulue. Vous n'imposez pas une thématique, vous faites en sorte qu'elle soit concertée et discutée. Vincent Giré parlait du déclic Covid. Vous, ça a été quoi ? Parce qu'on a aussi en images, c'est justement ces photos qui ont été utilisées à mauvais escient dans la PQR, des choses comme ça. Est-ce que ça a été des éléments qui ont été déclencheurs ? Mais c'est un long processus, la crise climatique, les sécheresses estivales, les phénomènes, les tornades, etc. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien des rédactions déjà depuis plusieurs années. Ce qui renforce un peu, ce qui a renforcé un peu la problématique ces derniers mois, c'est que ça s'est ajouté une crise aussi démocratique, une crise politique, avec un fort taux d'abstention à la présidentielle, pour des raisons qui sont parfois aussi des raisons de non-compréhension des grands enjeux pour une population, et notamment les plus jeunes, qui ne comprennent pas pourquoi on ne parle pas plus de climat, pourquoi on ne parle pas plus de santé. Les politiques s'en détournent beaucoup. Donc tout ça est extrêmement lié. Et pour un journal comme Ouest France, qui est un journal adossé à une association dont le but est de travailler à la démocratie humaniste, dans la démocratie, il y a effectivement la crise climatique qui devient à terme sans doute un problème démocratique aussi. On le voit déjà avec des déplacements de population, par exemple, ou des crises majeures autour de l'eau. Et on a également la partie humaniste, et l'humanisme, c'est le vivant. Donc forcément, un projet comme l'environnement doit être au cœur d'un projet éditorial comme celui d'Ouest France.
Jean-Pierre Dorian, même question. Finalement, l'origine, sans mauvais jeu de mots, de déclic, de votre déclic, c'est quoi? Puisque c'est vous avez décliné effectivement le côté de vos engagements sur les enjeux environnementaux. Vous appelez ça déclic. Oui, le manifeste effectivement est chapeauté de ce nom-là. C'est Vincent, Édouard viennent de parler. Je pourrais dire à peu près la même chose sur le comment est née cette réflexion et comment ces premières actions sont sorties de terre. Ce que je rajouterais moi, c'est ce qu'on a senti après l'épisode Covid, parce qu'on avait commencé avant le Covid à travailler nous, à quelque chose qui n'aurait pas été aussi abouti enfin, si tant est que ce soit abouti, parce que tout ce qu'on tente aujourd'hui, le premier débat l'a très bien dit, ce n'est que le début de quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Donc on le fait avec beaucoup d'humilité, même si c'est très ambitieux, mais beaucoup de sincérité. Mais donc ce que je rajouterais par rapport à ce qu'ont dit Vincent et Édouard, c'est que ce qu'on a senti nous, et cet été, parce qu'il y a eu un épisode un peu particulier dans notre région, ce sont les incendies, donc dont toute la France, voire le monde entier, a fini par entendre parler. Ce qu'on a fini par sentir, qu'on sentait un peu, puisqu'on y avait déjà commencé à y travailler, c'est qu'au-delà de notre propre réflexion de journaliste, on avait en face de nous un public, des audiences, des lecteurs, qui commençaient presque de manière individuelle à se saisir de cette problématique-là, et que c'était aussi dans notre rôle, Édouard l'a très bien dit, démocratique, de favoriser ce déclic, d'appuyer un peu plus nos actions. On va en reparler parce que c'est une chose de le dire, c'est autre chose d'y arriver, en partant des mêmes constats. C'est-à-dire qu'on avait, on avait peut-être la chance d'avoir notamment un journaliste très pointu sur le sujet. On en avait d'autres qui étaient sensibilisés à ça. Ce qu'on sentait, c'est que beaucoup d'autres voulaient s'y intéresser. Mais ce qu'on a surtout senti, c'est qu'en face de nous, on avait des gens qui étaient plus réceptifs à cette problématique-là, peut-être parce que les pouvoirs publics ne s'en emparaient pas assez, parce que de rapports du GIEC en COP qui n'aboutissent à rien, on a le sentiment que c'était vu de chez nous un truc dont les gens voulaient s'emparer. Et on l'a aussi, c'est la dernière chose que je veux dire, c'est que nous, on l'a très identifié à notre territoire, parce qu'il n'a rien de particulier, il n'est surtout pas épargné, mais entre la montagne pour les Pyrénées, le littoral avec les côtes que nous avons, les grandes rivières qui traversent notre territoire, et toutes ces problématiques sont sur notre territoire. Et donc l'opération Déclic, on a voulu la faire aussi partir de notre territoire pour répondre à des problématiques qui sont générales, mais qu'on peut très clairement identifier en essayant d'impliquer les gens avec nous, d'avoir une démarche qui fasse que, sans parler de solutions, parce que ce serait là aussi très prétentieux de l'imaginer, mais chercher des alternatives et des propositions émanant de notre public. On parlera des solutions, ou en tout cas des choix éditoriaux que vous avez faits pour illustrer effectivement ces sujets. Je donnais la parole à Violaine Choron, qui est directrice de la RSE pour le groupe Bayard. Donc pas journaliste, mais on vous accueille quand même, Violaine, on est sympa. Non, mais juste pour justement dire que la démarche qui est engagée au sein des entreprises de presse, puisqu'elles sont aussi des entreprises, elle doit être plus globale que celle qui est uniquement éditoriale. Et ça, c'est un sujet que vous défendez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolée de ne pas être parmi vous. Comme Vincent, c'est toujours plus simple et plus agréable d'être au milieu de tous. Problème de train. Donc oui, je ne suis pas journaliste. Je travaille énormément avec les journalistes et tous les éditoriaux de la maison. Et effectivement, on pourrait se dire pour une maison comme Bayard, mais c'est vrai pour tous les titres de presse ou toutes les maisons de presse ou d'édition, que notre impact sociétal, finalement, il réside dans le pouvoir qu'on a de faire circuler les idées, de décrypter l'actualité, de faire comprendre le monde, de donner à chacun les capacités à agir pour transformer le monde. Et on pourrait s'en satisfaire, puisque notre impact sociétal, et notamment en faveur de la transition écologique et même sociale, elle est là. Mais c'est vrai qu'on est aussi des agents économiques, et donc on a une responsabilité à ce niveau-là d'agir en symétrie entre le discours qu'on va tenir au niveau de notre éditorial et la façon dont on travaille et dont on diffuse l'information, dont on fabrique nos journaux, dont on fabrique nos sites, voilà. Et donc on pose une attention particulière sur cette cohérence-là, parce qu'on est interpellé aussi par nos publics de plus en plus sur ces questions-là. Ils apprécient toujours ce qu'on fait, ils nous poussent à aller plus loin, mais ils commencent à nous interroger sur la façon dont on fabrique nos journaux ou sur nos sites internet. Donc c'est important vraiment de tenir cette cohérence. Pour nous, elle est primordiale. Et voilà. Et il y a aussi, c'est aussi parfois des dilemmes, parce que si on travaille à la réduction, par exemple, de notre empreinte carbone ou notre empreinte CO2, on pourrait assez vite toucher
à nos audiences ou à notre capacité de toucher le plus de monde par la diffusion. Et voilà, et comment on fait attention à garder notre impact sociétal et à toucher le plus de lecteurs possible, tout en essayant de réduire notre empreinte. Et c'est pas toujours facile, et c'est souvent des dilemmes, des renoncements et des questions sans fin. Et il faut en tenir absolument compte. C'est un élément que disait Violaine, que vous avez cité aussi, Jean-Pierre Dorian. Je voudrais interroger Édouard et Vincent Giré là-dessus. L'impulsion de vos lecteurs, c'est-à-dire l'influence de vos lecteurs dans vos choix ou de vos auditeurs. Pour Vincent Giré, ça a été important? Oui, ça a été. On a, selon nos antennes, disons, des auditeurs plus réactifs à telle ou telle thématique. Mais je vais donner juste 2 exemples. Et ça fait écho d'ailleurs à ce que disait notre camarade de Ouest France. Sur France Bleu, dans différents endroits en France, et l'été a été aussi d'ailleurs un moment tout à fait de prise de conscience dans l'opinion. Les accidents climatiques, les sécheresses, les inondations, les mini-tornades, il y a eu une prise en compte du fait qu'en fait, la question climatique descendait dans la vie quotidienne des Français. Et que ça commençait déjà, ça avait déjà commencé avec des épisodes très sensibles. Et que ces épisodes climatiques, en fait, ils venaient de plus en plus souvent. Donc voilà, il se passe quelque chose là. Et ça a concerné les gens. Et donc, on a eu des animateurs, des journalistes qui ont été confrontés à des séquences là où ils se trouvaient, d'actualité, où ils devaient aussi appréhender ces sujets-là et dialoguer aussi avec leurs auditeurs. France Bleu, c'est vraiment un réseau local de proximité. Donc, il y a eu cette phase-là qui a été aussi un élément important de la prise de conscience sur le fait qu'on avait un rôle à jouer spécifique dans ces domaines-là et qu'on avait encore une fois besoin d'être mieux équipés, de pouvoir mieux répondre aux questions, mieux dialoguer, mieux interviewer les invités, bien choisir les invités aussi qui étaient à même de donner des réponses solides, scientifiques, crédibles à nos auditeurs. Et je pourrais donner un autre exemple. On a aussi bien sur Inter que Culture, on a sur le service public deux émissions scientifiques quotidiennes. Le climat n'est pas leur seul sujet, bien évidemment, mais il y a quand même sur Inter et sur Culture une très forte présence de ces thématiques. Dans le dialogue interactif que Mathieu Vidard, par exemple, dans La Terre au carré sur France Inter, a avec ses auditeurs, il y a même au début de l'émission un répondeur qui permet d'entendre aussi les auditeurs, de poser des questions. On voit bien que ces thématiques sont extrêmement présentes. Et plus largement, il y a beaucoup d'interactivité sur Inter, dans la matinale. Voilà, et depuis septembre, on a vraiment mis un accent très très fort sur ces thématiques-là. Et ça s'entend et on sent bien évidemment, on est à l'écoute aussi. Inter, c'est la première radio de France. On est à l'écoute aussi de ce qui se passe dans la société. C'est aussi pour ça que ça marche. Et là, il y a du répondant et on sent que ça répond à une demande d'explication. Quand on invite Valérie Masson-Delmotte, tout de suite on le sent, c'est des succès d'audience absolument considérables. Donc vous avez été aussi un peu contraint à vous adapter aux exigences de vos lecteurs, là, Édouard Escorona, qui montent en compétence sur ces sujets, parce que ces sujets deviennent visibles et qu'ils intéressent globalement le grand public. Alors, je vais nuancer un peu. Si vous voulez faire de l'abonnement et de l'audience, il faut parler de tout sauf d'environnement. C'est-à-dire, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit la thématique la plus engageante, surtout dans le contexte qu'on connaît entre crise de pouvoir d'achat, crise démocratique, crise sociale, sortie de Covid. Donc forcément, les gens ont beaucoup, enfin dans leur quotidien, autre chose à penser que la question environnementale. Mais là, c'est là où rentre la responsabilité des médias. Et c'est là qu'il faut vraiment avoir de la nuance. C'est-à-dire, c'est aussi nous qui devons faire en sorte de porter ces sujets pour les rendre importants et accessibles, pour que les gens puissent prendre conscience à leur tour des enjeux climatiques. Le rapport des GIEC et des gens du GIEC, qu'on a d'ailleurs fait venir à l'occasion du lancement de notre charte, avec qui sont venus discuter avec les membres de la direction et les journalistes, nous ont dit, nous, sans les médias, on ne peut rien. C'est-à-dire qu'on est des intermédiaires entre les scientifiques, les gens qui réfléchissent à ces questions et le public, le grand public. Donc forcément, c'est là où les médias ont une responsabilité, ils doivent prendre cette responsabilité de dire, voilà, on engage des moyens et de la formation et aussi de l'espace dans nos colonnes, sur nos publications numériques, sur ces thématiques, pour faire en sorte que cette question,
elle soit dans le quotidien des gens, mais pas dans le quotidien des gens pour dire, comme on disait tout à l'heure, on va tous crever ou tout est terrible. Non, c'est aussi de porter des sujets qui sont des sujets de réflexion, de mise en perspective, parfois aussi alors j'aime pas trop le terme, mais de solutions, parce qu'il y a aussi des choses qui vont plutôt pas mal, et il faut être en capacité de raconter cette histoire pour que les gens puissent comprendre que l'environnement, c'est pas des verts contre des rouges ou je ne sais quoi, c'est simplement la vie de tous les jours. Mais la question de l'audience, elle est quand même assez importante. J'ai envie de vous relancer là-dessus. Enfin, il faut quand même que ça fasse un... Vous avez Oui. des chiffres, non? Ça fait Oui, vraiment bien zéro sûr. clic quand vous faites des... Là, on est plutôt content, et je laisserai Jean-Pierre répondre, c'est que on a senti une accélération, nous, depuis quelques mois. On est passé, on a multiplié par 6 ou 7 l'audience de ces sujets. Quand je vous dis multiplié par 6 ou 7, je prends les audiences du numérique, c'est passé de moins de 1 million de sessions par mois sur ces questions à près de 5 ou 6 aujourd'hui. C'est modeste à l'échelle d'une plateforme qui fait 170 millions. Mais il faut la qualifier, l'audience, si elle est plus jeune. Mais elle est plus jeune, et on a fait un choix, c'est de la rendre accessible. C'est-à-dire qu'on ne met pas de paywall sur ces sujets, parce qu'on part du principe que toujours dans le rôle qu'on s'est donné de cette mission sur ces questions, de ne pas aller chercher de l'abonnement avec ces questions, mais plutôt d'aller chercher de l'information et de l'information. Donc le paywall, pour ceux qui ne savent pas, c'est effectivement un article qui n'est accessible que sur les premières lignes et pas sur l'ensemble de l'article. Là, ce sont des articles donc ouverts, sans paywall. Jean-Pierre, là-dessus, hein. Non, mais Édouard a bien fait de mettre le sujet là-dessus, parce qu'on est beaucoup entre journalistes ou entre gens qui s'intéressent de près au journalisme, mais quand je disais qu'on sentait dans nos audiences, dans nos publics, dans nos lecteurs, une envie de voir ces sujets-là traités, Édouard a raison de le dire. Pour autant, on ne pourra reprocher à aucun média d'avoir une vision mercantile de la question, parce que même si les choses évoluent, et on peut avoir la modestie de penser, parce qu'on a à peu près les mêmes mesures à Sud-Ouest qu'à Ouest-France, c'est des sujets qui étaient consultés par très très peu de monde, qui aujourd'hui sont consultés par un peu plus de monde, parce qu'on a levé le curseur et mis des choses en valeur depuis un peu plus de 6 mois maintenant, en tout cas du côté de Sud-Ouest. Et globalement, on l'a dit, il se trouve que globalement, notre pays, la presse, a traversé un moment où ces sujets-là sont venus différemment. Moi, j'ai tendance à penser que c'est aussi parce qu'il y avait une demande qui n'émanait pas que du monde des médias, et que souvent, nous, les médias, nous sommes en réaction par rapport à ça. Et c'est très heureux, et c'est très bien qu'on ait fait cette démarche-là. Mais il faut être à l'aise avec ça, et Édouard a raison de le dire aussi. Là, on a un vrai rôle à jouer. Il faut absolument qu'on consacre un maximum de nos contenus à la partie gratuite, pour ne parler que de nos sites. Parce que ce qu'on espère tous, et là, il y a une partie qui n'est pas opportuniste, mais qui, en l'occurrence, peut rejoindre nos propres intérêts, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent plus à l'information, et donc on aborderait un autre sujet en parlant, et on a tendance à imaginer, à penser, à croire, je vais aller jusqu'à dire espérer, que ce sujet-là peut effectivement ramener les jeunes vers l'information. Donc là, il y a plusieurs intérêts convergents qui font qu'en faisant ça, et on a tendance donc, sur les premières mesures, on allait même avec Édouard à penser que ça marche. C'est très important de se le dire, parce que une fois qu'on sort de notre seul cercle des journalistes, je pense que le plus important, c'est que les sujets que l'on diffuse aient de la portée, tout simplement. N'hésitez pas à réagir dans la salle si vous le souhaitez, hein. Évidemment, il y a un micro qui tourne, et je me tourne également vers Vincent et Violaine pour leur dire qu'ils peuvent réagir aussi s'ils le veulent en levant le doigt. Juste préciser que jusqu'à présent, les sujets qui marchaient le mieux en environnement, c'est tout ce qui était lié aux catastrophes. C'est-à-dire, en fait, c'était la dimension fait divers de l'environnement, plus que la dimension explication, acculturation, mise en perspective sur les grandes thématiques de l'environnement. Et c'est très bien qu'Édouard le dise, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, et je crois que c'est Vincent qui l'a dit aussi, et Édouard l'avait dit aussi, mais je cite de nouveau cet exemple. Il se trouve que sur notre territoire, dans le Sud-Ouest, on a eu des incendies dans des endroits en plus hautement symboliques, même certains d'entre vous en ont forcément entendu parler, autour de la dune d'Ipila, et quand je dis que ça a été un moment... où là, pour la peine, on a eu beaucoup d'audience autour du fait divers qu'est l'incendie, mais on a eu aussi beaucoup très vite, en fait, ce qui s'est passé, ça fait partie de cette prise de conscience dont on parlait tout à l'heure. Très vite, nous, on a senti, tous nos reporters sur le terrain ont très vite remonté, c'est plus jamais ça. Comment on fait pour que ça ne se reproduise plus? Donc, dans la série Solutions, je n'aime pas non plus ce terme, parce que c'est tellement prétentieux, mais initiatives qui feront que quelque chose
quelque chose que l'on ferait collectivement et avec les médias comme acteurs majeurs, c'est un épisode qui a été marquant là-dessus. Voilà. Donc il y a l'élément, on l'a vu, prise de conscience, acculturation, formation, mais après il y a l'élément aussi format, choix éditoriaux. Et ça, c'est quand même assez important. C'est comment vous vous êtes positionné et comment vous avez déterminé la façon dont vous vouliez parler de ces choses-là, si on exclut le fait divers climatique, évidemment, qui reste de l'actu chaude. En fait, c'est grâce à ça que ça a marché, en fait. C'est qu'on en a fait un projet de contenu. On a fait un projet de contenu en embarquant la rédaction sur des formats très, très multi-supports, très, très numériques aussi pour beaucoup. Et c'est à partir du moment où on a imaginé ces formats, à partir de la vidéo, à partir de l'audio, des podcasts, à partir d'infographies très explicatives, de textes aussi, avec parfois des choses très basiques, mais qu'il fallait rappeler. C'est quoi l'effet de serre, des choses comme ça, des choses qui peuvent paraître parfois un petit peu s'adresser aux enfants, mais non, on s'adressait en fait à tout le monde parce qu'on parle de plein de sujets où les gens ne comprennent pas en fait, ils ne savent pas de quoi on parle. On parlait d'émissions de CO2, ils ne savent pas vraiment ce que c'est, donc on a repris toutes les bases, on a construit une bibliothèque de sujets sur notre plateforme où les gens finalement viennent picorer quand ils ont besoin de venir picorer à un moment précis où ils se posent une question. Et tout ce travail édito a fait que finalement, ça a rejailli aussi sur le journal papier, qui accueille aujourd'hui pratiquement 2 pages, certains jours sur des dossiers. On a fait un journal spécial eau samedi matin. Et finalement, le fait d'en avoir fait un projet de contenu, un défi de contenu, ça a embarqué la rédaction, non pas simplement sur il faut qu'on aille sur la question environnementale, non, il faut qu'on décline nos sujets de telle façon à ce que la question environnementale soit transversale et commune à tous les sujets. Ça a été le cas avec la Coupe du Monde de foot au Qatar, où il y a eu plein de sujets autour de cette problématique-là. Il y a un événement qui va avoir lieu dans quelques semaines, qui est le centenaire des 24 heures du Mans. Et ben, toute la préparation de cet événement, il y a une interrogation des équipes. Est-ce qu'on couvre encore les 24 heures du Mans? C'est des voitures qui font des tours de circuit. Mais oui, c'est un pan d'histoire du sport et même de la vie sur ce département et même au-delà. C'est une course qui est connue mondialement. Mais on peut en parler différemment. Et tout ce travail édito qui est fait en amont des événements aujourd'hui, des réflexions qui sont conduites, montrent que les rédactions sont en mouvement. Donc c'était une question qu'on se posait effectivement sur la première table ronde. Vous n'avez pas choisi de thématiser, de créer des pages dédiées. Vous distillez dans l'ensemble des sujets, donc c'est transversal. Chez vous aussi, Jean-Pierre? Oui, on s'est pourtant pas concerté, mais effectivement ça passe beaucoup par des nouveaux formats qui aussi nous permettent de distiller des informations d'une autre manière que de manière classique à travers le journal ou notre site. On parle des réseaux sociaux et d'Instagram notamment, qui est un outil très précieux, et on a vu notre nombre d'abonnés Instagram aussi augmenter considérablement ces derniers temps autour de ça, avec des formats très didactiques, vidéo, explicatifs, des infographies. Et l'autre pan sur lequel on a accéléré, même si on l'utilisait beaucoup, mais ça fait partie aussi de nos engagements dans le manifeste, et ça nous apparaît surtout très cohérent, c'est maintenant on a un comité scientifique qui travaille avec nous. On a mis un peu de temps à constituer parce qu'on voulait essayer d'y respecter une forme de parité. Et ce n'est pas si simple de trouver des chercheuses pointues dans un monde où il y a beaucoup de chercheurs et peu de chercheuses. Mais on y est arrivé à peu près. Et c'est un vrai engagement. C'est-à-dire que je pense que la parole des journalistes qu'il s'agit de former pour parler de plus en plus scientifiquement de ces sujets-là, elle ne peut être que cautionnée par des vrais experts. Et donc, on en a quelques-uns chez nous et on est allé au-delà de nos frontières. Mais sur des sujets très précis, on a constitué un comité d'experts qu'on sollicite. J'ai donné la parole à Violaine Choron aussi, que je n'ai pas questionné sur effectivement les choix éditoriaux qui ont été faits par vous dans l'ensemble du groupe Bayard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous déclinez ces thématiques ? Alors, je ne vais pas pouvoir le faire dans les détails parce qu'on a 120 titres de presse de Poppy à la Croix. Ça va être compliqué de rentrer dans les détails. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui l'émeut tous, en tout cas ce qui nous pousse et ce qui nous engage tous, mais on l'a déjà dit, on l'a entendu là, c'est de donner les clés pour comprendre, décrypter le monde et donner aussi des clés pour agir. Donc, vraiment raconter le monde tel qu'il est avec lucidité, mais aussi avec confiance et montrer aussi tout ce qui avance. Donc effectivement, on utilise parfois le terme de journalisme de solution, mais ça va plus loin, quoi. Pour que chacun puisse engager aussi sa propre transformation, c'est important de voir et de comprendre et de voir les raisons qu'il y a de ne pas désespérer pour lutter contre un sentiment d'impuissance. Et ça, c'est vrai à tous les âges de la vie, et c'est important. Tant le paysage est complexe, on l'a dit, et tant les clivages parfois... posent les débats de manière extrême et c'est compliqué de s'en rendre compte. Donc
voilà, donc ça c'est très important. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne parle pas en tout cas d'écologie à un enfant de 3 ans dans Pomme d'Api, où on va plutôt parler de la relation vivant, du soin qu'on peut apporter à la terre, de regarder une fleur pousser et de voir une feuille tomber, et certainement pas d'en faire des petits ayatollahs écologistes donneurs de leçons à 3 ans. À 7 ans, on peut commencer à travailler, à parler des gestes qu'on peut faire. On peut le faire avec l'humour, on peut le faire à travers l'imaginaire. À 12-13 ans au collège, on commence à s'engager. On a monté un prix des éco-délégués justement dans les collèges et des lycées, où on commence à agir autour de soi, dans sa maison, dans son lycée. Et puis plus tard, on sait qu'on peut s'engager. Et puis jusqu'à la Croix, où on a un public très engagé sur ces questions-là. Et où la rédaction a fait le choix d'angler vraiment les questions de transition écologique au regard des transitions économiques, et de se dire qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, de transformation du monde qui pouvaient avoir lieu dans la sphère économique. C'est un choix aussi parce que c'est une petite rédaction et qu'il faut faire des choix. Donc ce choix-là, vraiment de regarder là où ça se passe, où ça se transforme dans le monde économique et comment la transition écologique et sociale est opérée. Et je dis vraiment transition écologique et sociale parce que c'est important pour nous, cette vision intégrale de l'écologie où le soin de la terre et la justice sociale sont tout aussi importants. Et puis avec un cahier en revanche spécial, vraiment toutes les semaines, anglais sur ce qui se passe, ce qui marche, ou en tout cas là où ça se cherche, là où ça se passe dans les régions, un peu, voilà, plus sous l'angle de la solution, et en tout cas des clés et du passage à l'action. On parlait tout à l'heure dans la première table ronde, pour ceux qui n'étaient pas là, de 2 éléments assez importants qui sont un retour de sondage de ceux qui ont signé la charte, qui s'exprimaient en disant « je suis un peu empêché de parler de ces sujets par en haut, par ma rédaction en chef, par les directeurs de rédaction, parce qu'ils ne sont pas soit de ma génération, soit sensibles à ces sujets ». Évidemment, ça m'a interrogée, donc je me suis dit que j'allais vous donner la parole là-dessus, messieurs. Jean-Pierre Dorion et Édouard Escorona qui est à mes côtés, mais également Vincent Giré si vous le souhaitez. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous êtes capable de faire un mea culpa en disant bah ouais, il y a un moment on a fait blocage. C'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a un moment on a fait blocage. Je ne vais pas botter en touche, mais je ne sais pas si dans les réponses qui étaient données, c'était spécifiquement lié au rédacteur en chef, au directeur de la rédaction, ou aux politiques, ou aux dirigeants de l'entreprise, ou aux dirigeants, ouais. Qui peuvent être des actionnaires, qui ont d'autres enjeux. Et je ne me dédouane pas de cela, mais dans une entreprise comme la mienne, il n'y a pas que les enjeux éditoriaux qui comptent. Le modèle économique ne repose pas seulement sur la vente des journaux ou l'abonnement ou la vente des abonnements. Non, ou même des pressions politiques au niveau local. Ça, on en discutait sur ces Alors, sujets. Moi, là-dessus, je ne sais pas si je vis dans une région bénie des dieux, mais aujourd'hui, c'est pas très tendance pour un politique, voire même pour un chef d'entreprise, de se mettre en travers de ce chemin-là. Donc je pense que la conscience de l'urgence, elle descend et elle se diffuse à tous les niveaux, tout simplement. Et donc il y a le phénomène du greenwashing qui peut être diversement apprécié, mais même chez les entreprises qui sont potentiellement des annonceurs du groupe Sud-Ouest, parce que c'est pas que le titre Sud-Ouest qui est concerné. On n'en est plus à se cacher derrière la main, quoi. Voilà. Donc, je ne crois pas que cette problématique-là existe, si ce n'est qu'on ne va pas tout résoudre d'un coup de baguette magique non plus. Le monde n'est pas devenu idéal en 6 mois, c'est pas vrai. Ça va être long et complexe. Il y a des problématiques auxquelles on se heurte quotidiennement, moins à la rédaction qu'à l'intérieur de l'entreprise. Parce que dans le manifeste que nous avons publié pour Déclic, il est aussi question des engagements. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé avec la direction générale du groupe pour qu'on balaye devant notre porte. Parce qu'on est aussi une entreprise industrielle qui a un lourd coût carbone, avoir des imprimeries, envoyer des camions sur les routes, distribuer des journaux à 250 km, ça continue d'être important pour notre modèle économique, et ce ne sont pas des problèmes qu'on résoudra en 2 temps, 3 mouvements, comme envoyer des journalistes à l'intérieur de notre zone ou au-delà quand nos reporters partent, y compris à l'étranger. Édouard ? Oui, c'est vrai, je suis absolument aligné avec ce que vient de dire Jean-Pierre. C'est-à-dire que nous, on est dans des titres qui sont en hauteur d'engueulade. C'est-à-dire qu'on est en proximité immédiate avec les gens, avec les élus, avec parfois les annonceurs.
Mais comme Jean-Pierre vient de le dire, on sent aussi une prise de conscience chez nos interlocuteurs. C'est-à-dire que cette prise de conscience des médias, de l'opinion publique, elle est aussi ressentie par les politiques qui... J'ai un exemple précis en tête, une usine à côté de Rennes qui doit toujours s'installer, qui a amené 700-800 emplois dans une commune. Pendant très longtemps, c'était une belle nouvelle pour la commune et voire même pour tout le pays. Aujourd'hui, cette usine qui va consommer énormément d'eau, qui va fabriquer des croissants pour l'Amérique du Sud, même les politiques qui s'étaient réjouis à l'époque de la décision d'avoir cette usine-là plutôt qu'en Californie, se retrouvent un peu gênés aux entournures. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience qui est collective, qui fait qu'on est encore à hauteur d'engueulade, donc il y a des moments où ça frictionne un peu, mais on est sur quelque chose qui a été rendu public, avec les chartes ou les différents engagements des titres. Donc ça veut dire que sur ces questions-là, comme on le disait tout à l'heure dans le premier débat, les gens sont en droit de dire attendez, vous avez dit que là-dessus vous seriez comme ci, comme ça. Donc nous, on a souhaité avoir notre propre charte parce qu'on ne voulait pas créer un droit opposable qui n'était pas lié à ce qu'est Ouest France. Et Ouest France, comme je vous le disais en introduction, dépend d'une association, des actionnaires on n'en a pas, donc on ne pouvait pas signer un document qui nous engage vis-à-vis de quelque chose qui ne nous concernait pas. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que l'environnement, comme d'autres grandes questions, elles ont permis et elles permettent encore dans les rédactions qu'il y ait la discussion qui s'installe. Et une rédaction, c'est un endroit où ça vit, où ça discute, où ça s'engueule, où c'est pas d'accord, mais qui, in fine, il y a, comme au GIEC, un consensus, une ligne qui est établie et un directeur de la publication qui valide cette ligne et qui donne son avis in fine. Donc tout ce travail d'écriture, je les ai là, c'est pas que des chartes, c'est pas 12 points, hein. C'est une tonne de boîtes à outils qui donnent toutes les clés de compréhension sur ces sujets. Alors c'est le cas sur l'environnement, c'est le cas sur l'égalité homme-femme, c'est le cas de tout le bilan RSE de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on édite tous les travaux qui sont faits. Là, en l'occurrence, sur l'environnement, c'est 180 journalistes qui ont travaillé sur ces questions pendant de longs mois. Actuellement, il y a la charte des faits divers, qui est une charte des faits divers à Ouest France qui existe historiquement, qui est en rediscussion parce que la société a changé, le rapport à ces affaires-là a changé. C'est un travail d'1 an avec des juristes, avec des journalistes, pour faire en sorte que ce texte soit publié in fine autour d'un consensus qui est celui de Ouest France. Donc on n'est pas sur un effet de mode, c'est ça qui est hyper important. On n'est pas sur quelque chose qui dit tiens, si on faisait une charte pour faire bien. Non, on est sur quelque chose qui va nous engager pour les générations futures. Et notamment, on vient de faire 80 ans de l'histoire d'un journal. J'espère pour les 80 ans à venir, parce qu'on a un problème systémique avec l'environnement, et ce problème systémique doit être inscrit dans l'ADN de l'entreprise. Il y a un élément que Jean-Pierre Dorion effectivement a commencé à citer sur une nécessaire transition globale finalement de l'entreprise, où vous êtes une entreprise de presse qui est consommatrice et largement consommatrice notamment de papier pour l'imprimerie, même d'échange de mails, de déplacements, enfin bref. Là je me tourne peut-être vers Violaine Choran qui elle chapeaute ça côté RSE. La transition de nos groupes de presse, elle doit être global, et c'est pas forcément évident. Il faut faire pour le coup des choix, puisque l'éditorial de temps en temps peut être empêché par des considérations un peu environnementales ou RSE. Alors juste, il y avait Vincent qui avait levé la main, mais je pense que vous ne l'aviez pas vu. Pardon avant. Vincent, j'ai même pas vu que vous aviez levé la main. J'imagine que c'était pour prolonger le propos et après. Allez-y Violaine, je reviendrai après moi. Super. Oui, c'est hyper important, c'est central, hein, je l'ai dit tout à l'heure, la cohérence entre la façon, ce qu'on va dire et ce qu'on va dire d'engageant et la façon dont on travaille, et pas seulement parce qu'on est interpellé par nos lecteurs, mais parce que pour nous c'est important de tenir cette cohérence. Et voilà, quand on a commencé à déployer au début un programme de formation, on a un peu tâtonné, on a expérimenté des choses avant de faire un plan très ambitieux et voilà, qu'on déploie aujourd'hui. Et on faisait des fresques du climat, on faisait pas mal de choses, on a fait beaucoup d'acculturation scientifique aussi. Et les journalistes, mais pas que, nous ont interpellés en nous disant mais ok super, mais nous Bayard on fait quoi en fait? Alors on faisait déjà pas mal de choses, mais voilà, ça se rejoint à un moment. D'abord pour nos lecteurs, comme je l'ai dit, parce que c'est une question d'acceptabilité de nos moyens de production qui est très importante et qui est en train de monter, et on nous demande des comptes. Et aussi en cohérence sur ce qu'on va traiter dans nos journaux et ce qu'on va dire et ce qu'on va faire pour décarboner une activité. Et là, on se heurte beaucoup à
voilà, c'est une succession de dilemmes. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, comment on fait pour décarboner une activité qui est fortement carbonée sans mettre à mal nos audiences et sans mettre à mal notre impact sociétal. Et ça, c'est tous les jours des décisions à prendre et des questions à poser en ayant aujourd'hui cette approche à la fois sociétale, évidemment, notre impact vis-à-vis de nos lecteurs, une approche économique parce qu'on ne peut pas non plus mettre à mal des équilibres économiques, une approche environnementale qui est très forte et qu'il faut qu'on tienne, et une approche sociale, j'en ai parlé, de la justice, juste répartition des richesses dans toutes les questions RH, et comment on articule ces 4 responsabilités, toujours à chaque décision qu'on prend, qu'elle soit éditoriale, qu'elle soit stratégique sur le industriel, voilà. Et c'est très compliqué, mais le fait de faire l'exercice de se poser à chaque fois ces 4 grandes tensions-là, au moins, on sait pourquoi on va prendre telle ou telle décision. Voilà, c'est important. Ça fait qu'on discute et qu'on s'engueule, comme disait Édouard. Exactement. Je suis désolée, Vincent, les contraintes techniques font que je n'ai pas vu que vous aviez levé la main, donc je vous donne la parole. Non, c'est pas grave du tout, bien évidemment. Enfin, je vais répondre un peu du coup aux 2 dernières questions, si vous me le permettez. Je vais faire très court sur la première parce que je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Violaine. C'est un enjeu systémique pour les entreprises et on a pris nous aussi des engagements en matière de sobriété, de RSE, d'engagement aussi sur bas carbone. Voilà, on a fait travailler l'ensemble des métiers de l'entreprise pour prendre des engagements et avoir des critères en fait d'évaluation qui nous permettent chaque année de dire où on en est dans la progression d'une activité qui doit diminuer ses émissions globales. Je reviens je pense quand même on est quand même dans les assises du journalisme. Faut pas qu'on soit trop langue de bois. Moi, j'ai l'âge que j'ai, ça se voit un peu à ma tête. J'ai tourné dans un certain nombre de rédactions et quand j'ai demandé il y a 2 ans aux responsables sciences, santé, environnement de nos équipes à Inter, à Info ou à Culture ce qu'il en était, ils m'ont quand même dit on a quand même souvent du mal à vendre nos sujets dans les confs. C'est ah bon, bah, tu feras une petite brève, on fera une petite brève en fin de journal. Bon, et ça c'est problématique bien sûr. Donc il a fallu aussi, et c'était d'ailleurs l'un des enjeux de cette formation, faire en sorte que une fois qu'on avait annoncé notre grand plan de formation là, est-ce que les journalistes allaient y aller? Alors d'abord, on a décrété que pour 250 personnes, la formation était obligatoire. Donc tous les gens qui font de l'antenne, tous les rédacteurs en chef, tous les services politiques, les services économiques, etc. Ce qui veut dire qu'ils sont remplacés quand ils sont dans les jours de formation. C'est très important parce que, évidemment, si vous ne les remplacez pas, les rédacs ne vont jamais les lâcher parce que il faut quand même qu'il y ait un 7h30, il faut quand même qu'il y ait un rédacteur en chef à la matinale, etc. etc. Et si je vous donne par exemple le cas de France Inter, la directrice de l'information, Catherine Nel, est allée en formation. Philippe Lefébure, directeur de la rédaction, il est allé en formation. Le rédacteur en chef de la matinale, il est allé à la formation. Le gars qui fait le 7h30, il est allé en formation. Ils n'ont pas fini leur cycle de formation, mais ils ont commencé les premiers modules. On a à peu près 80 journalistes aujourd'hui qui y sont passés. C'est extrêmement important pour nous que des gens qui occupent des fonctions essentielles dans nos équipes passent aussi par ces formations. Nos stars de l'antenne, les gens qui font les interviews politiques, c'est là-dessus que se joue la crédibilité de nos engagements. On peut toujours faire des textes, on peut toujours signer des chartes. Si on n'est pas dans le concret, si on ne mesure pas ces choses-là de façon très précise, on n'avancera pas autrement qu'avec des effets d'annonce et de communication. Donc Vincent, est-ce que les sujets sont remontés dans les journaux, comme on dit en radio? Oui, c'est-à-dire, est-ce que les sujets... Dès lors que voilà, on a beaucoup échangé, puis je pense que les choses sont mûres maintenant. On est dans un contexte qui est différent d'il y a encore 2 ou 3 ans. Et oui, les sujets sont montés. Je pense qu'il suffit d'écouter nos antennes pour savoir pour entendre que ces sujets sont bien montés. C'est plus la petite brève en fin de journal. On prend le temps de discuter. On a envoyé 3 reporters à la COP de Montréal sur la biodiversité. Ils étaient 4 à Sharm el-Sheikh pour la COP climat précédemment. Bon, voilà, on met le paquet, c'est vraiment un sujet. J'ajoute une toute petite chose, si vous me permettez. Il y a l'une des raisons, si on est très honnête aussi, pour lesquelles parfois les rédacteurs en chef se méfiaient un peu de ces thématiques-là.
C'était l'enjeu, le risque parfois, et je ne parle pas forcément de Radio France, mais d'autres maisons que j'ai connues auparavant. C'était le risque, pardon, d'avoir affaire à un journalisme très militant, très idéologisé. Et je pense que tout l'enjeu de la qualité du journalisme que nous devons produire sur ces sujets-là, c'est d'être le plus près possible. Comment vous dire, je vais le dire autrement. Je pense que nous faisons un journalisme engagé, mais nous ne faisons pas un journalisme militant ou partisan. On est engagé parce qu'on considère que la maison brûle, que c'est extrêmement important, qu'il y a un enjeu fondamental dans la période et qu'on a un rôle à jouer dans la prise de conscience, dans l'explication, dans la façon dont on va éclairer les voies de passage aussi et de cette question-là. Mais nous ne sommes pas militants, ce n'est pas nous qui avons à arbitrer les grands choix de société à faire pour résoudre le problème. On doit essayer d'expliquer, d'éclairer, de montrer, avoir des éléments contradictoires, du débat contradictoire civilisé, permettre à chacun de se faire une opinion et aussi de gérer ses choix personnels en tant que consommateur, citoyen. On est tous contradictoires, voilà, et de pouvoir mesurer même son propre bilan carbone. Voilà, et ça, je pense que c'est une dimension qui est très importante dans la période, y compris dans le dialogue avec la jeune génération. La boucle est bouclée, effectivement, parce que c'est ce dont on parlait dans la première table ronde. Est-ce que c'est du militantisme ou effectivement de l'engagement ? C'est ça aussi qui a pu faire les réticences au début à traiter ces sujets, ce que disait Vincent Giré, l'idée de ne pas faire du journalisme militant, de ne pas insuffler dans vos colonnes le militantisme pro-environnemental. Mais l'expression est revenue plusieurs fois. Je pense que c'est aussi parce qu'une fois de plus, au-delà des rédactions, tout était mûr pour que ça se produise comme ça se produit maintenant. Moi, je vois, pour avoir été depuis un bon moment dans la mécanique du quotidien, dans l'opérationnel et dans le management des contenus, il n'y a pas si longtemps que ça, passé dans notre spectre, moi, je n'ai pas souvenir qu'on ait eu de problèmes à traiter ces sujets-là de manière prioritaire ces dernières années. Mais le petit fond qu'il y avait, qui figure à peu près dans tous nos chartes, manifestes, engagements, tournants, c'est que aujourd'hui, et en tout cas à Sud-Ouest, nous on l'a gravé dans la première ligne du marbre, c'est que l'urgence, elle n'est plus contestée, elle n'est plus contestable, et que donc, y compris, je pense que c'est ça qu'il y avait quand même une petite musique. Il y a d'ailleurs un mot qu'on n'entend plus, enfin je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je ne l'entends plus, ou de moins en moins, c'est les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques, il n'y a pas si longtemps, je pense qu'on entendait des sujets à la radio, on lisait des sujets dans les journaux où ce terme-là existait. C'est quoi le terme ? C'est le dérèglement climatique qui est l'objet d'un consensus scientifique clair et établi. Je crois que c'est ça, que chacun reprend à peu près dans sa charte. Oui, c'est le préalable. Et encore une fois, je pense que la différence entre militantisme et engagement, elle n'est pas anodine. Et c'est important de savoir que la cause environnementale peut l'être. Ça peut être une cause politique, mais ce n'est pas qu'une cause politique. C'est une cause aussi de vie, tout simplement, de vivant. Et là, on est sur quelque chose qui rejoint les grands engagements que nos titres ont pu avoir à travers l'histoire, que ce soit sur la peine de mort nous concernant, que ce soit sur l'Europe. Donc voilà, on est dans des engagements forts sur le plan éditorial, mais on ne s'est pas transformé en Khmer vert. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de faire en sorte justement de ne pas être clivant et de faire en sorte d'emmener nos lecteurs, qui sont extrêmement divers dans leur façon de penser ces sujets. Encore une fois, on est sur des populations qui ont besoin aussi d'être acculturées à ces questions. Donc il n'est pas question de jeter l'opprobre sur un tel ou un tel, non, mais c'est d'expliquer, de comprendre et de faire en sorte que les gens mesurent que cet enjeu, c'est un enjeu pour maintenant, mais aussi un enjeu pour les générations futures. Merci beaucoup à tous les quatre. On va clôturer cette table ronde. Merci d'avoir été là, soit en visio, soit en présentiel. Jean-Pierre Dorian, Édouard Escorona, Vincent Giré et Violaine Choran. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.